Oui, mais en réalité, d'après ce que je disais tout à l'heure, c'était bien avant. C'était dans les années 1933-38 que nous avions commencé avec mon ami Charbonneau à étudier ces phénomènes de la technique. Alors, la guerre de 1940-1945 ne nous a pas appris grand-chose. Il nous paraissait tout à fait évident que les éléments, ça ne serait plus une guerre comme celle de 1914. Il nous paraissait tout à fait évident que les nouveaux instruments que l'on avait, comme les chars ou les avions, allaient être les éléments déterminants de la guerre, et que par conséquent, ça n'était plus tellement le nombre de soldats que l'on avait, mais le nombre de chars et le nombre d'avions qui étaient des éléments essentiels. Donc que c'était vraiment des éléments techniques. Ça nous a confirmé dans ce que nous disions, nous n'en avons tiré aucune conséquence de plus par rapport à ce que nous avions compris, en quelque sorte. Mais ça modifiait évidemment la compréhension des états-majors, ça modifiait la compréhension de l'ensemble de l'armée, des officiers, etc., et une organisation différente. En définitive, l'armée française n'y avait rien compris, et, sauf le général de Gaulle, et nous avons été battus par des gens qui avaient simplement compris quelles étaient les conséquences de la technique pour la guerre, puis c'est tout. Oui, eh bien, d'une part, si vous voulez, alors il y a des éléments d'ordre sociologique. C'était le développement des grandes villes qui s'effectuait en fonction des moyens de communication qui se développaient, les trains, le métro, etc. D'autre part, le développement des industries. Et ici, alors, nous en étions au niveau de l'analyse des machines, etc. Et puis, le déséquilibre qui s'est effectué entre une société rurale, une société paysanne et une société produisant des biens artificiels. Ça a été l'élément qui, pour nous, était très important. Mon ami Charbonneau et moi, nous étions très profondément liés au sol, à la forêt. Nous sommes ici tout près de la forêt des Landes et nous avons vécu dans la forêt des Landes. Nous sommes dans une région qui vivait avec le vin, et le vin était un élément essentiel de notre économie. Et brusquement, nous avons vu ces éléments fondamentaux qui disparaissaient. Par exemple, dans les Landes, il y avait deux productions. Il y avait la production de la résine avec l'essence de térébenthine, et puis les arbres eux-mêmes devenaient ce que l'on appelait des poteaux de mine, c'est-à-dire ils servaient à soutenir dans les galeries de mines pour empêcher que dans les mines de charbon ou les mines de fer qu'il y ait des effondrements. Eh bien, on n'a plus eu besoin, on a fabriqué la térébenthine avec autre chose que la résine des pins, et on a fait des poteaux de mine en ciment. Alors, la forêt, qui était une forêt habitée, qui était une forêt peuplée, qui était une forêt vivante, est devenue désertique. Les gens n'avaient plus de moyens de vivre, ils ne vendaient plus de poteaux de mine ni de résine, et par conséquent, ils ont quitté, ils ont abandonné. Et cela nous est apparu un phénomène d'une importance fondamentale. Si les paysans abandonnaient la terre, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Eh bien, ils allaient être absorbés dans un monde qui produirait autre chose, et ce monde, nous voyons qu'il s'organisait peu à peu en fonction des techniques. Voilà. Non, pas de problème, non. Mais il y a les 20 minutes, vous changez de bobine. Oui, alors, nous appartenions effectivement au mouvement personnaliste, et nous étions, c'était une époque, n'est-ce pas, où on était partagés politiquement. Il y avait ceux qui étaient à droite et qui étaient vers le fascisme, il y avait ceux qui étaient à gauche et qui allaient vers le communisme, et
nous n'étions d'accord ni d'un côté ni de l'autre, mais pas davantage pour conserver la société bourgeoise. Alors, on cherchait quelque chose de différent, et le personnalisme a essayé au fond, de refonder une société à partir de l'idée de la personne, c'est-à-dire l'homme considéré dans son ensemble, et non plus comme un producteur ou un consommateur. Nous étions très d'accord au début avec Emmanuel Mounier, qui avait été le créateur du personnalisme. Nous n'étions pas d'accord avec le titre de la revue, qui s'appelait Esprit. Et nous n'étions pas d'accord parce que le mot esprit, c'était pour nous un mot beaucoup trop vague, beaucoup trop flou. On y met ce que l'on veut dans le mot esprit. Et après tout, Hitler était tout à fait spiritualiste. Il invoquait le Dieu suprême dans chacun de ses discours. Alors, nous, ça ne nous plaisait pas. Et puis, on s'est heurté également à une certaine étroitesse catholique chez Mounier. Nous étions en désaccord. Et enfin, surtout, nous avons essayé de transformer un mouvement qui était essentiellement intellectuel et parisien en un mouvement qui deviendrait un mouvement s'adressant beaucoup plus à un public vivant la réalité concrète des choses. Et nous avons fondé dans le Sud-Ouest des groupes qui n'étaient pas des groupes d'intellectuels travaillant des théories philosophiques, mais des groupes qui essayaient d'avoir une nouvelle compréhension de la vie. Et nous avons créé des groupes dans tout le Sud-Ouest, et Mounier n'a pas été du tout d'accord. Mounier ne voulait pas que son mouvement personnaliste cesse d'être parisien et cesse d'être un mouvement d'intellectuels, de professeurs de philosophie, d'histoire, etc. Alors, nous nous sommes séparés d'eux un peu avant la guerre, et c'était au début... Bon, nous sommes restés un tout petit nombre tout seuls, et après tout, ça allait dans notre direction, puisque nous appelions les gens à se prendre en charge eux-mêmes et à devenir des individus qui dirigent eux-mêmes leur vie et qui échappent au système technicien autant qu'aux influences philosophiques. Donc ça nous convenait très bien. Nous travaillions en faisant des camps dans la montagne, avec des jeunes. J'ai appris à bien des générations de jeunes comment on abat un pain à la hache, comment on peut le dépecer à la hache, etc. Je leur ai appris la cuisine en même temps qu'on avait des discussions sur des auteurs qui étaient extrêmement importants et difficiles. Par exemple, j'ai fait travailler Tocqueville pendant toute une année à mes étudiants, un auteur qui à l'époque n'était pas du tout connu. Mais donc nous nous sommes séparés sur ce terrain du personnalisme au sens étroit, et il ne faut pas oublier que Esprit, dans les premiers temps du gouvernement de Vichy, est resté très dans la ligne du gouvernement de Vichy, puis s'en est séparé, il a été interdit, et au lendemain de la guerre, pendant un certain temps, le mouvement Esprit était très proche des communistes et de la position de Sartre que nous rejetions complètement. Donc voilà quelles sont nos relations les relations que nous avons eues entre le personnalisme et les mouvements que nous avions essayé de créer. Oui, mais là nous sommes en présence alors de la petite expérience politique que j'ai faite au lendemain de la guerre. J'appartenais au mouvement combat qui avait pour slogan nous passerons de la résistance à la révolution, mais une révolution qui ne serait pas communiste, bien entendu.
Et nous avions préparé d'ailleurs des textes que je considère comme étant toujours extrêmement solides et extrêmement sérieux sur les modèles d'une autre société. Et nous avons espéré qu'au lendemain de la guerre, on allait par exemple détruire l'idée de l'État, de la souveraineté de l'État, l'idée de la productivité qui devait passer avant tout, etc. etc. J'ai été adjoint au maire de Bordeaux et de 1944, au moment de la libération, jusqu'en 1947, pendant 3 ans. J'ai vu de très près ce que c'était que la vie politique. Nous n'appartenions avec 2 autres amis à aucun parti politique et nous avons constaté que les vieux partis politiques d'avant-guerre, les socialistes, les radicaux socialistes, les communistes, avaient conservé tous leurs encadrements dans les campagnes, dans les petites villes, etc. Et lorsque, par exemple, nous venions faire des conférences dans une de ces villes ou de ces petites villes, nous qui n'avions pas de parti politique, nous avions 30 ou 40 personnes devant nous, mais quand c'était un radical socialiste qui venait, il avait 300 ou 400 auditeurs. Alors nous avons compris que c'était de nouveau le régime des partis politiques qui allait régner. Et dans mon expérience à la mairie, je raconterai simplement un fait. J'étais chargé de la révision de ce qu'on appelle les contrats communaux, c'est-à-dire les contrats que la commune passe avec des entreprises pour les travaux de lumière, de pavage, de rue, etc. etc. Je me suis trouvé en présence d'entrepreneurs qui demandaient généralement 50% d'augmentation. Et j'ai fait étudier tous les dossiers par mes services techniques de la mairie et ils ont conclu que je pouvais proposer 30% d'augmentation. J'ai reçu le premier entrepreneur qui était un homme très important qui dirigeait toute l'organisation des ciments et je lui ai proposé 20%. Et aussitôt cet homme s'est levé, enchanté, avec un grand sourire, et il m'a dit « Je vous remercie, monsieur le maire, c'est parfait, 20% de plus, c'est exactement ce qu'il me faut. » Alors, j'avais sous mes yeux le dossier étudié par les services techniques, avec tous les chiffres, toutes les indications qui, eux, concluaient à 30% d'augmentation. Et je me suis dit, dans ces conditions, je ne peux faire aucune confiance à mes bureaux, je ne peux faire aucune confiance à ces techniciens. Et moi qui ai tous les soirs 20 à 25 lettres à signer sur des questions pour lesquelles je connais 3 ou 4 dossiers, mais je me disais, mais un ministre qui signe une centaine de lettres, mais on lui fait signer n'importe quoi. Les bureaux peuvent lui faire des dossiers absolument faux, il ne s'en apercevra jamais. Alors dans ces conditions, j'ai abandonné totalement la vie politique et j'ai considéré que ça n'était plus par la voie politique que l'on pouvait obtenir quoi que ce soit. Voilà. Le pauvre, il a froid. Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid, parce que je disais, oui. Moi, je m'en fiche, c'est pas grave, mais quand même. Mais on ne va pas continuer très longtemps parce que... Vous voulez un peu d'eau? Non, je vais aller en chercher, je vais en boire un peu. Oui. Non, vous inquiétez pas, ça va aller.
ja, een woord gaat ook veel beter, want er zijn en de vlag is. Dan ben ik gewoon pro want ik kom met vliegtuigen. On peut vous préparer un peu de thé. Oui, je pense que donc dans une société que l'on peut appeler traditionnelle et comme la société médiévale occidentale qui est traditionnelle, la technique est subordonnée à un certain nombre d'impératifs, par exemple des impératifs religieux. Et dans certaines régions, on n'avait pas le droit de... Oui, dans certaines civilisations, on n'avait pas le droit, par exemple, de labourer la terre avec des instruments en fer, parce que la terre était considérée comme la mère et qu'il ne fallait pas la blesser avec un outillage trop dur. Et c'était un impératif. De la même façon, les Égyptiens n'ont pas adopté la roue, alors que les Hyksos connaissaient la roue depuis longtemps, les Égyptiens la connaissaient aussi, mais ils ne l'ont pas adoptée parce que la roue représentait le cercle solaire et que l'on n'avait pas le droit d'utiliser matériellement le cercle solaire pour des besoins purement matériels. Alors, au Moyen-Âge, dans les impératifs religieux d'une part du christianisme, d'autre part toutes les croyances paysannes concernant le travail, etc., tout cela était dominant par rapport aux instruments, à l'appareillage. À partir du moment, 14e, 15e siècle, dans le monde occidental, où on a critiqué complètement tout ce que tout ce que l'homme croyait, tout ce à quoi il tenait, où on a mis en question la tradition. C'est très important, n'est-ce pas? Dans les sociétés anciennes, tout se faisait par tradition, et brusquement, au XVe siècle, en France par exemple, on va brusquement balayer la tradition, ce n'est plus la chose importante, les coutumes sont mises en question, etc. Alors, brusquement, l'homme s'est senti en quelque sorte libre de faire n'importe quoi. Et puis, en même temps, on découvrait, au point de vue scientifique, un certain nombre de, disons, de vérités qui mettaient en question les croyances jusqu'alors dominantes, et le fameux débat autour de la Terre qui est au centre du monde ou pas au centre du monde, etc., ça a été très caractéristique. Et l'Église a adopté une position tout à fait fausse, ne comprenant absolument pas ce qui se passait à ce moment-là, et que la vérité, disons, biblique, n'avait rien à voir avec ces histoires concernant le soleil, la terre qui tournait ou qui ne tournait pas, etc. Ça n'avait aucune importance. Bon, mais au lieu de ça, l'Église a maintenu un christianisme en marge et qui a eu de moins en moins de prise sur ce qui se passait dans la société. Or, il fallait bien remplacer les croyances traditionnelles par quelque chose. Il fallait bien que l'homme continue à espérer dans un avenir meilleur. Et au lieu de placer cet avenir meilleur dans le ciel, par exemple, eh bien, il a placé cet avenir meilleur dans le progrès matériel de ce qu'il allait réaliser. Et alors, à partir de ce moment, dans la mesure où la technique n'était plus dominée par des éléments spirituels, religieux, mythiques, etc., et où d'autre part, l'homme espérait de plus en plus
de réalisation par l'industrie, etc., où l'on a eu de nouvelles productions agricoles, il est apparu que le bonheur de l'homme allait se situer sur la terre et non plus dans le ciel, et à partir de là, les techniques n'étaient plus dominées par rien, d'une part, et apparaissaient comme le grand avenir. Je crois que c'est un élément qui a été tout à fait décisif. Alors, en plus de cela, il y a eu la croissance démographique de l'Occident qui a joué un rôle très très important, et finalement, sur le plan intellectuel, la rationalité. Parce que c'est très curieux quand on prend même des livres qui essayent d'être aussi rationnels que la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, on s'aperçoit que c'est très très incohérent. Alors qu'à partir de Descartes, il va y avoir une volonté de cohérence, de liaison entre les phénomènes, entre les pensées, de façon rigoureuse. Alors, tous ces éléments combinés font que la technique va devenir quelque chose d'absolument déterminant dans le monde de cette époque. Et ceci était très caractéristique. Pensez par exemple que aux États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, on déclare que le bonheur est terrestre et l'avenir de l'humanité. Au moment de la Révolution française, on déclarera que le bonheur terrestre, c'est une idée neuve en Europe, c'est fondamental. Mais le bonheur, il est acquis comment? Non plus du tout au point de vue moral, au point de vue psychologique, au point de vue... Mais non, il s'agit du bonheur par les biens matériels, par la puissance politique, par la domination, etc., etc. Donc, on ouvrait là aussi, en fonction du bonheur, on déterminait exactement ce qui allait se passer ensuite pendant tout le XIXe siècle, sans se rendre compte que le bonheur se paye toujours. Et ça, c'est un des éléments très, très, très fondamentaux, une des règles d'interprétation de la technique, absolument. Il faut toujours savoir que tout progrès technique se paie, que tout bonheur de l'homme se paye, et qu'il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer. Il suffit par exemple de prendre, à l'inverse de ce que nous venons de dire maintenant, quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a dit mais les Allemands sont fous, ils ont tous été pour Hitler, ou presque. Bien sûr, Hitler a fait disparaître le chômage très rapidement, il a redonné aux marques toute sa valeur très rapidement, il a fait multiplier brusquement la croissance économique très rapidement. Comment voulez-vous qu'une population peu informée et qui voit ces miracles économiques se produire, comment voulez-vous qu'il soit contre? Il suffisait de se poser la question, quel est le prix? Qu'est-ce que l'on paye ou qu'est-ce que l'on va payer en échange de ce progrès économique, de cette amélioration du marque, de cette suppression du chômage, etc. Qu'est-ce que ça va coûter? Et on se serait alors rendu compte qu'effectivement, ça risquait de coûter très cher, ces réussites-là. Mais ça, c'est typique de notre société moderne. Alors que dans une société traditionnelle, eh bien, on pose toujours cette question-là. Toujours. C'est-à-dire, si je fais ceci qui perturbe, qui dérange l'ordre du monde, qu'est-ce que ça va coûter? Et alors là, nous rejoignons évidemment des préoccupations que les écologistes ont redécouvertes, mais enfin, c'est typique et caractéristique, et nous aurons certainement à y revenir, le souci
de toutes les populations traditionnelles de conserver l'avenir. C'est-à-dire, chez les Indiens, que vous connaissez mieux que moi, on ne tuait pas des bisons n'importe comment. On se souciait de l'avenir du troupeau de bisons qui devait se conserver. Exactement comme les Esquimaux, ils ne tuaient pas les phoques n'importe comment. On se souciait de l'avenir. Par conséquent, on tuait juste ce qui était nécessaire et on sauvait le reste. Donc, à ce moment-là, on savait que si on avait dépassé la limite, il y aurait un prix à payer qui serait très dur. Et dans les époques où précisément on vivait difficilement, on calculait toujours quel serait le prix à payer. Dans nos époques, on n'a plus calculé. Voilà. Non, je ne crois pas effectivement que la technique ait, dès le début, contenu les mêmes éléments que maintenant. La technique, c'était un moyen d'effectuer quelque chose. Et que ce soit la technique du sculpteur ou la technique de l'agriculteur ou la technique de la chasse, etc., c'était toujours une technique qui était relativement stable, qui ne changeait pas beaucoup, qui était quelquefois extrêmement habile. Les techniques de chasse, par exemple, des Bushmen, étaient quelque chose de tout à fait étonnant. La façon dont ils arrivaient à tuer des éléphants, c'était stupéfiant. Mais c'était très habile, mais ça ne comportait pas l'élément, je dirais, de démesure qui a caractérisé la technique de notre temps. Et c'était une technique qui restait la même, transmise de génération en génération, avec très très peu de modifications. On connaît, on a fait quand même l'histoire des techniques pendant l'époque romaine ou pendant le Moyen-Âge. On mettait 100 ans à changer une technique. Alors, il y avait bien entendu un élément d'efficacité qui existait, ça oui, mais il y avait l'élément de stabilité qui compensait complètement, et l'homme n'était pas dominé par la technique dans la mesure où c'était quelque chose avec lequel il vivait journellement, et les enfants apprenaient les mêmes techniques que les parents avaient utilisées. J'ai encore vu ça à la campagne quand nous y avons vécu. C'était encore... on tuait les cochons exactement de la même façon qu'on l'avait fait depuis 300 ans, avec les mêmes inconvénients, si l'on veut, et aussi avec la même modération. Parce que quand on a fait une opération comme ça, bon, on ne la recommence pas très souvent. Ce n'est pas la même chose que dans un abattoir. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait eu, dans la technique elle-même, les éléments qui ont donné absolument par la suite le développement de ce qui s'est passé. Il y a eu la combinaison, n'est-ce pas, entre le changement de mentalité, les besoins économiques, l'appel à des moyens toujours plus perfectionnés, plus performants, et finalement l'utilisation alors de forces énergétiques de type différent. Ça a été évidemment un facteur de rupture. Tant qu'on a utilisé la force animale, et au fond l'homme et l'animal étaient semblables, et l'homme avait un très grand respect de l'animal que j'ai encore connu à la campagne, eh bien, y compris l'animal que l'on tuait. Il fallait le tuer, mais on le respectait quand même. C'est pour ça que, entre parenthèses,
quand on nous décrit les dessins que l'on a trouvés de l'homme préhistorique, etc., représentant des animaux et disant que c'était probablement des dessins soit pour se faire pardonner par l'animal que l'on allait tuer, c'est très possible. Moi, j'ai vu la façon dont le respect qu'avaient certains bergers quand ils tuaient leurs bêtes. Est-ce que vous voulez... Alors, c'était quand même une certaine attitude devant la vie où on était semblables, l'homme et l'animal. Et à ce moment-là, la technique ne dominait absolument pas l'impératif de ce que l'homme allait faire. La bande infinie. Bon, alors,